C'est ce qu'ils disent tous. Allez. Ouais, non, ici. Tu veux une feuille de papier? Ah ouais, c'est toi. En fait, c'est pas toi. Bon bah du coup on va commencer. Donc ce soir je vais vous parler du Customizer, qui est un vieux truc en fait déjà, alors qu'on s'en sert très très peu. Ça date de WordPress 3.4, donc en juin 2012, ça a donc plus de 5 ans. Et je crois qu'on s'en sert vraiment très peu. Pour info, voilà, le Customizer, en gros, ça ressemble à ça. Ça, c'est la version sur WordPress.com pour la démo des thèmes. Donc, c'est vraiment une version hyper allégée. Mais en gros, à droite, on a une énorme iframe qui sert d'aperçu, et à gauche, on a une liste de contrôle avec des détails. Donc, forcément, sur WordPress.com, sur WordPress.org, sur les thèmes, il n'y a rien à modifier, vu que c'est les sites de démo. Mais la présentation est exactement la même. En fait, c'est la même API qui gère ça. Donc en fait l'interface du Customizer, je pense que quasiment tout le monde l'a déjà vu, s'est déjà promené dedans, a pas forcément testé et regardé ce que ça faisait. Et il faut savoir que ça peut faire plein de choses en fait. Pour personnaliser plein de choses sur le site, donc par défaut on peut personnaliser le titre du site, la description, les menus, les widgets et les options pour les pages pour la page d'accueil statique. En fait c'est tout ce que vous avez dans les réglages de WordPress qui servent à l'ensemble du site. Vous pouvez passer par le Customizer pour les modifier, si votre thème n'a pas tout pété. Dans 2017, donc le dernier thème de base de WordPress, il y a beaucoup d'autres choses qui sont personnalisables. Au sein du Customizer, on appelle ça des Customizer Objects, donc moi j'ai traduit ça par objet personnalisable, c'est pas tout à fait le terme, mais Customizer c'est un terme particulier. Et donc dans 2017, on peut notamment changer la gamme de couleurs et les options de mise en page, si on veut des colonnes et ce genre de choses. Il faut savoir que comme le Customizer existe depuis 2012, en fait, les thèmes de base depuis 2013 implémentent des options du Customizer. Donc en fait, vous pouvez regarder les 4 derniers thèmes publiés annuellement pour avoir quelques exemples. Heureusement, on peut faire plein d'autres choses avec ça. Notamment parce que Customizer expose une API et qu'en fait on peut s'en servir très très facilement. Il y a deux choses à voir pour les objets personnalisables dans le Customizer. En fait, il y a deux types d'objets. Il y a ce qu'on appelle les options et les modifications du thème. C'est assez facile à comprendre. En fait, il s'agit de la même différence qu'il existe entre une extension et un thème. Un thème est chargé de gérer l'affichage, donc vraiment tout ce qui est purement graphique, et n'est jamais censé intervenir sur vos contenus. Si un thème le fait, ou si vous le faites dans vos thèmes, c'est une mauvaise idée. En fait, si vous désactivez votre thème, vous perdez vos contenus. Donc c'est pas optimal. Par contre, une extension sert à ça, à gérer les contenus plus finement. Donc pour les objets du Customizer, c'est exactement la même chose. Les options, c'est ce qui va concerner toutes les options propres à l'ensemble du site. C'est-à-dire que si vous changez de thème, ces options doivent encore être valables. C'est notamment le cas du titre du site, par exemple. Au sein de WordPress, on considère que c'est une option. Si un plugin, si une extension veut avoir des objets dans le Customizer, il va aussi passer par des options comme ça. Vous pourrez changer de thème, ça n'impactera pas les réglages qui seront enregistrés. Et à l'inverse, les modifications du thème, c'est plutôt évident, hein, c'est pour modifier le thème, donc pour altérer l'affichage. En PHP, c'est très facile à retenir. Quand vous appelez ces réglages, vous avez Get Options ou Get Theme Mode. Donc voilà, on peut en déduire la première règle du Customizer. Il n'y en a qu'une, hein, vous inquiétez pas sur le décompte. C'est qu'en fait, dans un thème, vous ne devriez jamais déclarer d'options ni les appeler. Et dans une extension, vous ne devriez jamais déclarer un theme mode. C'est assez évident, mais on fait encore l'erreur assez fréquemment, par exemple de déclarer un CPT dans un thème. C'est exactement la même chose, il ne faut pas faire ça. Donc le mode d'emploi. On va commencer à entrer dans les choses un peu plus intéressantes. Un objet personnalisable, pour qu'il existe, il faut qu'il ait deux éléments définis via l'API du Customizer. Ça commence par le réglage, en fait, c'est ce qui gère le comportement. C'est vraiment, si on peut résumer ça, c'est vraiment la donnée, c'est vraiment la valeur que va avoir votre objet. Cette valeur-là qu'on va appeler d'ailleurs quand on fera un getTheme mode ou un getTheme options. On peut voir que dans la déclaration,
moi je peux voir, vous je sais pas. La première valeur du tableau c'est le type et donc on définit theme mode. Dans une extension on définira option. On définit aussi la capacité de l'utilisateur qui a le droit d'utiliser cet objet, de jouer avec ce réglage là. En l'occurrence, comme c'est une modification de thème, la capacité de base ça va être Edit Theme Options. Vous pouvez mettre la capacité que vous voulez, vous pouvez en créer une exprès pour ça, pour que vous ayez un utilisateur précis qui puisse customiser le thème et pas les autres. C'est déjà très fin en fait, surtout sur des gros sites éditoriaux où on travaille en équipe et ce genre de choses. Ça permet d'éviter les débordements et que n'importe quel utilisateur puisse aller se promener et changer l'apparence du site. Défaut, donc c'est pour mettre une valeur par défaut, en l'occurrence il n'y en a pas. Et transport, on verra ça après parce que c'est très très intéressant. Et donc la deuxième valeur, c'est un contrôle. Le contrôle, en fait, c'est ce qui va être visible dans l'interface du customizer lui-même. Étant donné que tout passe par une API, WordPress construit lui-même les objets et les éléments d'interface qui vont apparaître dans le customizer. Tout est hyper normé, comme dans le reste de l'administration, vous avez des fonctions natives qui vont générer vos formulaires et ce genre de choses. Donc en l'occurrence, quand on ajoute un contrôle, on définit quel type il a. Là, c'est une checkbox, mais ça peut être n'importe quel élément de formulaire. À noter que pour des boutons radio ou des selects, vous serez obligé de passer un autre tableau à l'intérieur pour les valeurs. Et donc vous lui collez un label et vous l'affectez à une section. En l'occurrence, title, tagline, c'est le premier bloc qui permet de définir ce qu'on appelle l'identité du site dans WordPress. C'est les réglages généraux avec le nom du site, la description. Et éventuellement le logo, l'arrière-plan si le thème implémente ça. Là en l'état, moi je m'en sers pour gérer une variante de thème, donc il y a une version noire et une version blanche, c'est juste une case à cocher. Et donc ça va effectivement dans l'identité du site. Il y a plein d'autres choses, là je vous ai fait un petit truc très très court sur un objet personnalisable, mais en fait il y a énormément de choses qui sont possibles avec le customizer, et donc il y a plein de choses dont je ne vais pas parler, déjà parce que j'ai pas eu le temps d'expérimenter avec, et puis après parce que même si je parle vite, il y a beaucoup de choses à voir, et je préfère qu'on discute après que parler des choses qui ne m'intéressent pas. Il y a notamment les panneaux. Donc quand vous jouez dans le customizer, le premier niveau c'est vraiment un menu, et quand vous cliquez sur un élément, vous avez un espèce de panneau qui se décale et qui vous affiche les options. En fait, vous pouvez gérer d'autres niveaux, vous pouvez ajouter d'autres sous-niveaux comme ça. C'est le cas quand vous utilisez le customizer pour modifier vos menus. En fait, vous aurez forcément la première entrée menu et après une deuxième entrée qui vous permettra de choisir le menu. Et après seulement, dans un troisième panneau, vous pourrez modifier vos menus. On peut en créer autant qu'on veut, sachant qu'au bout d'un moment, ça sera quand même goré. Hein, si on passe son temps à faire défiler des menus, c'est pas super intéressant. Et accessoirement, dans le handbook, le handbook officiel de WordPress pour la création de thèmes, il recommande carrément de ne jamais s'en servir. Bon, on peut le faire, hein, mais voilà. Et donc il y a aussi les types personnalisés. Donc les types de quoi, c'est une bonne question. En fait, les types d'objets du customizer. Donc ça va être à la fois un contrôle et un setting. On peut créer des types de settings et des types de contrôles. Sachant que derrière, l'implémentation forcément est beaucoup plus compliquée puisque l'API ne va pas permettre de fournir facilement des types. Donc il va falloir, par exemple, si on crée un nouvel élément de formulaire qu'on veut pouvoir affecter à un contrôle, il va y avoir beaucoup de boulot. C'est pour ça que j'en parle pas et que je me suis pas mis dedans parce que ça a vraiment l'air super chiant à faire. Sachant qu'en plus, il y en a déjà plein nativement qui sont hyper bien. Il y a un color picker et ce genre de choses. Enfin, en termes d'interface de personnalisation, il y a déjà beaucoup de choses. Côté UX, parce qu'à la base, il faut quand même rappeler que le customizer, c'est fait pour les gens qui n'ont pas envie de foutre la tête dans le code ou qui ne savent pas faire et d'avoir une interface clic-clic pour faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment juste ça, c'est un clicodrome avec un aperçu en direct. Côté UX, donc, de base, c'est assez dégueulasse. C'est une grosse iframe, un gros placard, et quand vous changez une option, vous rechargez l'iframe. Il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'étant donné que c'est une iframe, en fait, vous chargez vraiment une vue, une preview du site. Vous pouvez naviguer dedans. Donc vous pouvez avancer dans les menus, vous pouvez afficher des pages, vous pouvez activer tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est vraiment un affichage du site, et donc vous pouvez vraiment interagir avec. Par contre, à chaque fois que vous interagissez, vous rechargez la page. C'est assez irritant.
Et si vous avez beaucoup d'options, ça sera complètement habitable même sur la partie à gauche qui permet de gérer les réglages et de définir les contrôles. Parce que en fait, vous avez un espace limité. S'il y a énormément d'options, vous ne verrez pas tout, vous aurez une scroll bar, vous galérerez à vous retrouver dans le truc, ça serait assez galère. Il faut savoir que depuis la 4.8.2, je crois que c'est la toute dernière version, on peut enfin définir une largeur pour le panneau à gauche du customizer. Par défaut, ça ne l'était pas et c'était pas responsive. C'était assez relou. Voilà, sur un grand écran, c'était beau, hein, mais dès qu'on réduisait un petit peu, on ne voyait plus rien. Et pour peu que votre thème n'ait pas été responsive, dans une iframe resserrée, en fait, ça ressemble à rien, c'est moche, il y a des scroll bars partout. Voilà. Donc ils ont corrigé ça, c'est tout frais. Les trucs qui deviennent rigolos. Pour jouer vraiment avec ça, parce que par défaut, juste déclarer des options, c'est pas super marrant. On a notamment les Active Callback. Ça permet d'épurer un petit peu l'interface, la partie à gauche justement, et de définir des conditions sur quel groupe d'options sont disponibles sur la page qui est affichée dans l'iframe. Pour faire clair, potentiellement, si vous êtes sur votre page d'accueil statique, vous avez vos options de page d'accueil statique. Si vous allez sur une autre page, vous pouvez les enlever. A l'inverse, si vous avez des options qui sont déterminantes pour un template particulier, vous pouvez définir que ces options n'apparaîtront dans le customizer que si vous affichez une page qui a ce template particulier. Et on peut déjà imaginer beaucoup de choses avec ça, si on recoupe ça aussi avec les capacités qu'on définit pour chaque contrôle. On peut très bien imaginer que, par exemple, un contributeur qui peut altérer un article mais pas des pages, pourra accéder au customizer et altérer des options de mise en page des articles mais pas des pages. Et ça devient un petit peu plus riche déjà, ça commence à devenir intéressant parce que pour l'utilisateur, on va pouvoir proposer des choses assez fines pour que ça lui fasse gagner du temps et pour que ça l'intéresse, pour que ça l'accroche et pour qu'il ait envie de passer par le customizer plutôt que d'aller dans une interface de formulaire WordPress. Active Callback, donc, c'est la fonction qui permet de déterminer les conditions et comme ils sont pas trop cons chez Automatic et généralement les contributeurs de WordPress, en fait, vous lui collez une fonction de template. Là, en l'occurrence, c'est la dernière valeur de mon tableau Active Callback et je lui passe juste une fonction qui me dit si je suis dans une archive ou sur la home, donc la page d'index du blog, et ça me renvoie vrai dans ce cas-là uniquement. Donc en fait là, toutes les pages qui listent des articles vont renvoyer vrai, toutes les autres enverront faux. Donc si vous êtes sur un article, une page ordinaire ou ce genre de choses, vous n'aurez pas ces options-là, alors que par contre, si vous êtes sur une page de liste, vous l'aurez. En l'occurrence, ça sert à définir le nombre de colonnes et le display général des pages de liste. Bon, normalement, il y a une démo, mais on verra sur mon post s'il y en a qui sont intéressés après. C'est vraiment magique hein, quand vous arrivez sur la page en question, paf, vous avez le petit bloc qui arrive dans une petite animation et tout, et puis si vous repartez, il se recache tout seul, c'est joli, c'est mignon. Deuxième truc hyper important après le Active Callback, c'est le rafraîchissement sélectif. Ça s'appelle Selective Refresh en termes WordPress en anglais. Donc rafraîchissement sélectif me paraît pas mal, même si on n'a pas l'impression que ça ressemble à grand chose. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait une valeur transport quand on définissait un setting qui par défaut est un refresh. Ça veut tout simplement dire que quand vous modifiez ce setting et que vous enregistrez la valeur, il va rafraîchir complètement l'iframe. Il fait un gros F5. Il y a une deuxième valeur qui existe, c'est post-message. Et ça devient un peu plus intéressant, parce qu'en fait, concrètement, vous allez lui passer un sélecteur pour cibler le bloc que vous voulez rafraîchir, qui doit être attribué à un template partiel. C'est la même logique que la fonction getTemplatePart que vous utilisez de base dans les thèmes. Et si ces deux éléments sont cohérents, et que la fonction que vous passez à renderCallback est vraie, il fait une requête Ajax pour charger uniquement ce bloc-là. Ce qui veut dire que vous allez avoir un gain de temps conséquent, et ça c'est vraiment pour le côté utilisateur. Pour le côté développeur, j'ai aussi remarqué en fait que ça permet de vachement mieux organiser son code. Parce que du coup, pour chaque objet personnalisable, vous allez vraiment avoir un template partiel bien isolé. Vous allez vous forcer à avoir un sélecteur qui soit accessible tout seul, qui ne corresponde à rien d'autre dans l'interface, et à une fonction pour traiter vos données que vous allez passer à renderCallback.
En termes de découpage de code, c'est hyper intéressant et ça permet de casser un peu la logique du tout est dans le template qu'on peut avoir dans WordPress. On tombe très facilement là-dedans et en fait, c'est essayer d'implémenter le selective refresh sur ces objets customisables. Ça permet vraiment d'améliorer le découpage du code. Et donc pour l'utilisateur, ça évite de recharger l'ensemble de la page et de perdre un temps conséquent et un flux de données qui sert à rien et tout ça. Et du coup, c'est assez simple. Là, par exemple, dans un thème de base, le nom du site, il est customisable systématiquement. Par contre, il n'est pas rafraîchi sélectivement. Donc là, tout ce que je fais, c'est que je rajoute la première ligne dans le setting blog name. Je lui précise que je veux un transport post-message. Et derrière, via l'API du customizer, je détermine, il y a une fonction add partial qui permet de déterminer quel va être l'objet à rafraîchir. Donc on commence par lui attribuer le setting en question, donc c'est le même nom que ce qu'on a dans le get setting juste au-dessus. Et derrière, on a le tableau avec le sélecteur, donc il faut que ce soit un sélecteur compatible avec jQuery. Il y en a quand même une palanquée, c'est pas trop dur. Une fonction de render callback, en l'occurrence, c'est la fonction de WordPress qui permet d'afficher le nom du site, qui est juste blog info name. En fait, quand vous allez modifier le nom du site dans le customizer, lui va voir si son render callback, donc le traitement du nom du site, va effectivement faire quelque chose. Si c'est le cas, il va aller taper votre sélecteur et mettre à jour avec la nouvelle valeur que la fonction lui aura retournée. Et c'est aussi bête que ça, et c'est hyper rapide. Il y a un petit truc rigolo avec le selective refresh aussi, en fait, c'est que quand vous l'avez, quand il est fonctionnel, donc quand WordPress arrive à retrouver ses petits, vous aurez une petite icône bleue avec un crayon directement dans l'iframe pour vous dire quels sont les éléments que vous pouvez modifier directement, avoir un aperçu sélectif. C'est relativement moche. Dans certains cas, il faut rajouter du CSS dans votre thème pour que l'icône ne soit pas positionnée à volo, parce qu'en fait, il vous colle en position absolue un truc. Voilà. Si par exemple vous modifiez une vidéo en plein écran qui sert d'arrière-plan à votre site, en fait l'icône elle sera derrière le customizer. Elle sera hors écran. Mais c'est quand même pratique parce que pour un utilisateur qui a l'habitude de modifier son site via le customizer, en fait il va directement voir quels sont les éléments modifiables, donc c'est vraiment des raccourcis. Et ça, quand vous cliquez sur cette icône-là, en fait, ça vous ouvre directement sur le réglage qui va bien et ça vous met le focus dedans et tout est merveilleux. Donc, en travaillant là-dessus, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qu'on méconnaissait. Même moi qui avais déjà travaillé avec le customizer, j'ai appris énormément de choses. Et surtout, je me suis aperçu qu'on pouvait aller encore beaucoup plus loin que ce qui était expliqué dans le handbook. Comme souvent avec la documentation, de toute façon, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc pour résumer, déjà on peut naviguer sur le site dans le customizer, c'est une iframe, donc on fait ce qu'on veut. On peut afficher les options et modificateurs sous condition, donc sous condition qu'on soit sur le bon template, sous condition que l'utilisateur courant ait les bonnes capacités, sous toutes les conditions qu'on veut en fait. Et on peut mettre à jour uniquement des petites portions de contenu. Il manque juste un petit détail qui n'est pas expliqué dans le handbook, c'est qu'en fait vous pouvez aussi, comme vous pouvez modifier vos menus, vous pouvez aussi modifier vos sidebars et vos widgets depuis le customizer. En fait, il y a énormément de pages de l'administration qui n'ont plus aucun intérêt si vous passez par le customizer. C'est plutôt cool parce qu'elles ne sont pas toujours très pointues, notamment la page des widgets où vous devez ouvrir votre sidebar, foutre des widgets dedans, paramétrer votre widget, revenir, machin, c'est chiant. Là en fait dans le customizer, vous êtes sur une page qui a une sidebar déclarée, et en fait vous l'avez à gauche votre sidebar, vous ouvrez juste le bloc, vous pouvez ajouter un widget, ça vous ouvre un deuxième panneau avec la sélection des widgets, tac, vous cliquez dessus, vous avez vos options. Vous faites tout ça au même endroit, vous avez l'aperçu directement, parce que ça fait vraiment les requêtes en direct, et c'est cool quoi, c'est vachement plus intéressant que la page de widget dans l'apparence de l'administration. Accessoirement, le petit détail qui tue, c'est que depuis WordPress 4.8, donc il y a 2 mois, il existe un widget WYSIWYG pour mettre du texte riche, il existe un widget pour mettre du son, pour mettre de la vidéo, pour mettre une image. C'est tout nouveau et avant, je suppose qu'on a tous été confrontés à ça, on se bataillait avec le widget texte qui prenait du texte statique et donc fallait écrire nos balises HTML dedans et tout ça, et c'était relou, et personne s'en servait finalement.
Les widgets, ça ne servait que pour les extensions qui faisaient des trucs déjà tout moulinés, afficher un calendrier, afficher un slider, des trucs comme ça. Mais sans les enrichir à coup de tonnes de groupes de champs ACF, ça servait pas à grand chose. Donc en fait, avec tout ça, moi ça m'a beaucoup rappelé un autre truc sur lequel j'ai travaillé récemment, c'est les page builders. En l'occurrence, WordPress est en train de se péter les dents sur un truc qui s'appelle Gutenberg, qui est un WYSIWYG super évolué, qui en fait ne marche absolument pas, que tout le monde déteste et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et sommairement, c'est ça. Matthew Mullenweg a été tout content d'annoncer ça il y a 2 mois, et depuis, ils ont ouvert au test et ils se sont fait défoncer la gueule. Et du coup, ils ont décalé la date de livraison. C'est dommage. L'idée d'un page builder, je suppose que vous en avez tous déjà croisé, mais si c'est pas le cas, en fait, c'est juste qu'à l'intérieur de votre éditeur, généralement, vous avez accès à un éditeur enrichi qui va être globalement une iframe à droite, une liste d'options à gauche. Je sais pas si ça vous rappelle un truc, mais globalement, c'est le customizer. Dans vos blocs d'options à gauche, généralement, vous avez accès à tout un tas de widgets ou d'objets, en tout cas, que vous pouvez glisser déposer dans votre page et que vous administrez dans la page. C'est le seul truc qui manque au customizer pour concurrencer un page builder. C'est de pouvoir prendre son élément et le foutre où on veut. Donc pour formuler ça autrement, si on avait une page avec plein de sidebars définis et donc une structure déjà déterminée, ce qui est généralement le cas quand on crée un site, en tout cas pour une entreprise, parce qu'on a des maquettes livrées ou en tout cas un design à respecter, on peut l'alimenter directement depuis le customizer et gérer son contenu entièrement depuis le customizer. On peut avoir toutes nos sidebars définis dans le thème, template par template, et gérer son contenu WYSIWYG dans le customizer. On n'a même plus besoin de passer par l'édition des pages et des articles. Le seul bloc du coup qui n'est pas modifiable dans le customizer, mais je suis persuadé que c'est possible, j'ai juste pas eu le temps de le faire, c'est de modifier le contenu principal de la page ou de l'article. Ce que vous avez dans le WYSIWYG ordinaire quand vous éditez un élément. Mais vu que c'est juste une valeur qu'on chope, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas créer un contrôle dans le customizer et lui faire bouffer, quoi. Et le petit détail qui tue, c'est qu'en fait, il y a aussi une fonction, une valeur pour add theme support. Je pense que tout le monde commence à connaître cette fonction qui permet de définir qu'un thème support HTML5, ça date un peu, un custom logo, un custom background, un custom header, un custom tout ce que vous voulez. En fait, il y a énormément d'options, et une des dernières options depuis la 4.7, si je dis pas de bêtises, c'est de rafraîchir sélectivement tous les widgets. N'importe quel widget peut être rafraîchi sélectivement. C'est-à-dire que si vous avez une page avec plein de sidebars, plein de widgets que vous alimentez depuis le customizer et tout ça, en fait, bloc par bloc, vous aurez votre petite icône bleue pour aller cliquer dessus et modifier directement dans le customizer. Et donc, même sur une page hyper riche, vous pourrez à chaque fois juste aller éditer l'occurrence du widget et vous aurez votre éditeur à gauche juste à côté et vous aurez votre aperçu en direct sans recharger l'ensemble de la page. C'est un page builder. Et voilà, c'est aussi con que foutre add theme support, customize selective refresh widget. Bon, le nom est un peu plus long que d'habitude, mais c'est une... Ouais, ce qui est dommage, c'est que j'ai fait un template comme ça, qui est super éditable et tout, c'est rigolo. Ça marche très bien. Ce que j'ai pas fait, et vous l'avez peut-être senti venir en parlant des sidebars et des widgets, c'est que par défaut, une sidebar, on va rarement se faire chier à l'affecter à un contenu précis, donc à une page ou à un article. Généralement, on l'affecte à un template. Le problème, c'est que plusieurs pages peuvent partager le même template, et donc si vous éditez vos widgets sur un template, en fait, ils vont être partagés à l'ensemble des pages qui auront le même template. Mais ça, encore une fois, c'est juste une petite moulinette pour définir des conditions d'affichage des widgets. Et basiquement, ça pourrait être fait avec un champ ACF pour chaque widget, où vous déterminez, où vous allez chercher la page sur laquelle vous autorisez l'affichage du widget. Ça peut se limiter à ça, et vous aurez un page builder fonctionnel pour lequel le seul truc qui manquera, c'est le drag and drop des blocs. Sachant que si vous avez l'habitude d'éditer des widgets, en fait, au sein d'une même sidebar, vous pouvez déjà drag and dropper pour échanger les positions des widgets. Donc on y est presque, mais pas encore. Et vu que j'ai parlé super vite et qu'en fait j'avais pas de démo pour faire joujou, je vais ouvrir encore plus
les idées, parce que faire un page builder natif, en fait, ils sont en train de se péter les dents sur Gutenberg alors qu'ils pourraient le faire avec le customizer, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Par exemple, les starter content. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée avec WordPress 4.7, qui avait fait beaucoup de bruit, puis en fait qui s'est complètement éteint, parce que les gens se sont rendus compte que ça n'avait pas d'intérêt. Les starter content, ça permet de définir du contenu de base, c'est un énorme tableau que vous allez faire passer dans votre thème, sur le Add Theme Support. Et en fait, ça va vous servir à définir un contenu quand votre site n'est qu'une coquille vide, c'est-à-dire dès la première install. Vous ne le verrez pas sur le front, vous ne verrez ce contenu que dans le customizer. Et c'est pour ça que personne ne s'en est servi, parce que pour tout le monde ça servait à rien, on ne se sert pas du customizer, donc les starter content ne servent à rien. L'idée de base qu'il y avait eu quand ils ont implémenté cette fonctionnalité-là, c'était notamment pour tous les thèmes super riches, genre Divi, Avada et tout ce que vous voulez, qui proposent des démos de ouf, qui cartonnent et qui sont géniales, et puis vous installez le thème et c'est dégueulasse, tout est pété, et vous passez 8 jours à mettre du contenu pour que ça ressemble à un truc. C'est l'idée des starter content en fait, c'est qu'en fait, vous installez votre WordPress, vous installez votre thème, et vous n'allez pas dans l'administration de WordPress à part dans le customizer. Vous allez dans le customizer, votre site il est joli dans l'aperçu parce qu'il y a tous les starter content. Ce ne sont pas des contenus enregistrés en base, c'est uniquement votre thème qui les affiche parce que vous n'avez pas encore joué avec les options du customizer. Donc en fait, vous installez votre truc, WordPress est vide à part la page de l'article de démonstration, la page d'exemple et ce genre de conneries. Vous êtes dans le customizer et tout ce que vous n'aimez pas sur la démo du thème, vous le modifiez directement et c'est enregistré. C'est fait pour ça les starter content. À la base, c'est une super idée, sauf que c'est chiant à implémenter. C'est vraiment chiant à implémenter. Par exemple, si vous voulez préalimenter des menus, il faut que vous passiez par votre Walker pour alimenter le menu. Si vous voulez alimenter des widgets, il faut que vous appeliez votre classe de widget pour créer le truc et faire l'affichage. Enfin, c'est vraiment relou à implémenter. Mais si on imagine notre idée d'avoir un template qui permette de construire la page vraiment avec tous les widgets et tout ça, ça devient vraiment intéressant. Et je pense que des thèmes comme Divi ou Avada vont certainement le faire si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment, c'est une bonne idée pour les gens qui installent des thèmes sans savoir foutre les mains dans le PHP, c'est génial. Par contre, pour tous les devs, en fait, on sait à peine que ça existe, on n'a même pas regardé comment on faisait, parce qu'en fait, ça ne nous sert à rien, à nous. Il y a des choses qui sont toujours rigolotes, notamment avec les page builders, mais avec certains thèmes qui vous font des options rigolotes, notamment Divi. Le choix des couleurs et des typographies. C'est toujours mal fait. Toujours. J'ai jamais rien vu qui fasse ça bien. Divi, par exemple, quand vous voulez choisir votre typographie, il vous fait un petit select qui va taper toutes les Google Fonts. Faut y aller. C'est cool, mais bon. On fait ce qu'on veut, ça c'est dégueulasse. Sauf que là en fait on pourrait juste avoir un petit objet dans le customizer, on pourrait utiliser les fonctions de nettoyage de WordPress, par exemple Sanitize Xcolor, pour valider que c'est bien une couleur valide. On peut avoir un color picker et on enregistre juste notre valeur hexadécimale, c'est tout ce qu'on fait, on n'a besoin de rien d'autre. Et après, il suffit d'avoir structuré son thème correctement pour se servir de ça intelligemment et ça marche quoi. Pour un choix de typographie, en fait, on n'est pas obligé de requêter 3 milliards de typos, on peut en proposer 2 qu'on a en statique, dont on a les fichiers dans le thème, et ça suffit très bien généralement. Les gens, ils vont pas passer 8 jours à regarder toutes les Google Fonts pour choisir. Et accessoirement, on met une troisième valeur qui est utiliser la typosystème de l'utilisateur, et puis comme ça tout le monde est content, on économise plein de requêtes et on a un affichage cool que les gens reconnaissent. Donc là je mettais quelques exemples aussi sur l'utilisation de CSS pour gérer ça correctement à base d'héritage et de variables natives comme current color ou la fonction var. Avec ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté, mais en fait, vous pouvez créer un thème hyper complexe, hyper avancé, et complètement changer son aspect en changeant 3 lignes de CSS. Si on fait ça dans un thème pour lequel on enregistre juste 2 variables, ça devient... en fait, les effets sont démultipliés et on peut vraiment customiser son thème. On peut aussi imaginer la largeur par défaut du contenu,
qui est une variable que les thèmes WordPress déterminent depuis 3 plantes. D'ailleurs, si vous créez un thème WordPress, que vous passez dans le validateur de thème WordPress, si vous n'avez pas mis la fonction qui détermine un chiffre pour la largeur du contenu, vous vous faites cracher. Sauf que j'ai jamais vu un thème qui s'en servait correctement de cette valeur-là, et donc en fait ça sert à rien. Et bien là, on pourrait s'en servir vraiment intelligemment. Et on a vu l'API du customizer côté PHP, parce qu'en fait c'est la plus simple à mettre en place, et celle qui est la plus naturelle quand on édite son thème et qu'on crée son thème. Par contre, il y a aussi le pendant JavaScript. WordPress est en train de faire un travail de malade sur toutes les API JavaScript, que ce soit pour requêter des données, pour afficher des choses ou pour l'accessibilité par exemple. Ils sont vraiment en train de pousser ce truc-là. Et je parle pas de l'API REST parce que voilà. Mais en fait, le customizer a une API JavaScript aussi. Et il y a de très bons exemples qui se promènent. Je n'ai pas pris le temps de jouer avec, mais par exemple dans Jetpack, vous avez un widget qui permet d'afficher un flux Twitter ou un flux de n'importe quoi, qui en fait utilise un scroll infini, c'est une des options. Quand vous éditez ce widget-là dans le customizer, en fait, il fait sa requête pour le scroll infini sans se rafraîchir. Dans une iframe, hein, c'est pas rien. Dans 2013, donc le thème qui a 4 ans, plus de 4 ans, il y avait un widget qui permettait de faire une mise en page avec maçonnerie, donc pour afficher un flux d'images. Et de la même façon, en fait, vous pouviez changer les images que vous affichiez là-dedans. Il allait tout seul juste rappeler le contenu, les bonnes images, et redéclencher la fonction maçonnerie pour initialiser le layout. Et il faisait ça tout seul. Donc c'est encore des choses hyper puissantes que j'ai pas du tout explorées. J'ai trouvé très très peu d'exemples, alors que je suis persuadé que ça a un intérêt énorme. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer avec et puis continuer à expérimenter. Je tiens à préciser qu'en fait, à la base, le customizer, je commençais à jouer avec il y a 2 mois pour un projet, parce que c'était la seule solution qui me paraissait intéressante. Et en fait, l'ensemble du site quasiment est géré sur le customizer désormais. Donc il y a vraiment peu de gaps techniques à franchir pour s'en servir, pour l'exploiter aussi intelligemment que possible. C'est pas toujours facile, parce que le client a toujours envie d'avoir des trucs en drag and drop et il clique et ça fait des trucs. Mais le customizer, c'est des trucs qui réconcilient en fait ses besoins du client et le développement propre dans WordPress. Vous continuez à éditer des petites fonctions PHP dans vos thèmes, et le client il a son interface réactive qui fait plein de trucs et qui est rigolote. Et je trouve ça super, en fait, pas besoin d'Elementor, de Visual Composer ou d'autres conneries comme ça, ou de thèmes super riches comme Divi et des trucs comme ça qui font 3 milliards de choses, beaucoup trop. En fait, vous pouvez presque tout faire intelligemment vous-même. Sachant que là, toutes les options moi, que j'ai évoquées, je parle du thème. Vous pouvez aussi faire des plugins qui sont du coup modifiables via le customizer. Et là, ça commence à vraiment dépoter en fait, parce que si vous créez un CPT dans une extension et que vous voulez changer, vous voulez proposer plusieurs types d'affichage, mais en fait vous faites juste un select ou une checkbox pour dire bah tiens, mes événements ils vont s'afficher en liste plutôt qu'en calendrier ou je sais pas quoi. C'est tout. Donc voilà, pour WordPress qui est un CMS, je trouve que c'est une fonctionnalité géniale et qu'il faut vraiment essayer de s'en servir. Au moins définir que vos widgets peuvent se rafraîchir sélectivement, ça vous coûte une ligne de PHP et derrière c'est quand même beaucoup plus cool à éditer dans le customizer que dans la page d'apparence widget de l'administration. Voilà. Et du coup, s'il y en a qui sont motivés, il y a la démo sur mon ordi. Quand je découvre les thèmes, j'aurais une question. Tout ce qu'on a au niveau du customizer, par exemple, on va jouer de la même couleur pour un titre ou un fond, tous ces styles-là qui sont chargés. C'est quoi la clé du style qui va être générée avec ça? C'est pas la même de l'autre? Non, tout l'intérêt c'est ce que j'évoquais dans la dernière partie justement sur le choix des couleurs et des typos. Tout l'intérêt c'est que ça ne touche pas à notre CSS. On pourrait, mais ça serait un peu crado. L'idée c'est que juste qu'on va aller se hooker sur WP Head, qui est la fonction qui génère le head des documents HTML. Rajouter juste une petite balise style qui va définir nos 3-4 variables. Et en fait, si notre CSS est conçu pour les absorber, ça va suffire. On va rajouter quelques octets
de CSS dans une balise style dans le head et ça va suffire pour customiser le site. Mais si on modifie énormément de choses, du coup, ça va faire quelque chose d'assez conséquent. Pas nécessairement. Après, d'une part, ça reste du CSS, donc en termes de poids et ça, c'est juste du texte. Donc c'est vraiment un caractère, un octet et puis c'est tout. Et même si on en définit, je sais pas, une centaine, du moment qu'on ait vraiment des noms de variables très clairs et que notre thème, que notre CSS sache s'en servir, en fait, on va juste déclarer une centaine de variables. Mais c'est pas en CSS, c'est rien. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt par rapport à des trucs comme Divi qui vous font du JS pour générer du style et des machins comme ça. Des extensions comme Visual Composer ou Elementor, ils vous font au minimum une dizaine de divs autour d'une ligne de texte pour être capable de styler correctement tous les cas. Là, on détermine une petite balise script, une petite balise style, dans le head et ça suffit à tout faire quasiment. Il y a forcément des cas, s'ils s'amusent à mettre une dizaine de divs, c'est parce qu'ils ont des cas hyper tordus auxquels j'ai pas pensé. Mais donc il y a forcément une limite à ça, mais en tout cas je pense qu'il y a vraiment un seuil sur lequel nous on peut avancer pour récupérer un peu d'attrait des page builders et ce genre d'extension. Ou des thèmes super riches d'ailleurs. Les thèmes super riches comme Divi et Avada, c'est étonnant qu'ils soient encore aussi lourds et pâteaux avec toutes les fonctionnalités que WordPress intègre depuis longtemps. Je peux montrer, voilà. C'est juste pas sur la télé. C'est sûr, on revient à la table. Non, mais parce que du coup, je trouve que ça soit tous. Enfin, un peu, je sais pas si tu. Ça dépend, c'est une grosse démo ou... Non, c'est juste se promener dans le customizer du thème que j'ai intégré. Qui est pas fou, hein. En gros, j'ai juste poussé un petit peu les exemples. Pendant que tu prépares, j'ai juste une interrogation, une précision qui m'a interpellé. Tu disais qu'on pouvait, en fonction des capacités de chaque utilisateur, faire en sorte que cet utilisateur puisse modifier ou pas telle ou telle partie. Mais si tu gères en amont les droits les rôles des différentes personnes, quel est l'intérêt de pouvoir le faire dans un contributeur ou quelqu'un qui n'a pas accès simplement au menu apparence, il peut pas accéder au customizer. Non, justement, mais on peut, en fait, ça permet de complètement changer l'approche de la gestion à la fois des utilisateurs et des contenus. On peut très bien s'imaginer qu'il n'y ait plus aucun utilisateur qui ait accès à l'administration de WordPress et qu'ils aient juste accès au customizer. Et qu'à l'intérieur, on gère tout le système de droit. Ça serait complètement absurde pour l'instant, mais on peut imaginer ça. D'accord. Et à l'inverse, en fait, que le système de droit, alors, mon idée n'est pas claire, mais en fait, fondamentalement, on pourrait avoir plusieurs customizers pour une partie d'utilisateurs. Et ça n'empêcherait pas le fonctionnement des autres fonctionnalités, que ce soit les extensions, des choses comme ça, qui généralement rajoutent aussi un système de droit, enfin des capacités en tout cas pour gérer ça. C'est-à-dire que tu pourrais presque imaginer dans un futur plus ou moins proche, donc effectivement ne plus avoir d'interface admin, mais tout soit comme un CMS, comme il existe pas mal, edit online, tu modifies tout directement dans ton interface. Et en fait, tout ce qui changerait par rapport à l'administration de WordPress, c'est qu'on aurait l'aperçu directement, nos petites icônes pour savoir les contenus qu'on a le droit d'éditer, en fait, qui sont capables d'être édités, et on n'a plus besoin d'administration. Concrètement, elle existe toujours, parce que c'est elle qui gère toutes les fonctionnalités, mais pour l'utilisateur, et en fait, c'est aussi là que c'est important, c'est que c'est pas une fonctionnalité qui s'adresse aux développeurs du tout, c'est même assez chiant à faire pour un développeur. Par contre, pour un utilisateur, c'est quand même autre chose d'éditer son contenu et de personnaliser son site de cette manière-là, plutôt que d'aller dans la page des réglages de l'administration. Parce que même un utilisateur lambda, quand il fait ça, il est obligé d'enregistrer sa donnée dans l'administration et d'aller voir sur le site. Enfin, en tant qu'intégrateur, il n'y a rien qui m'énerve plus que de devoir faire F5 quand j'édite un truc. Et un utilisateur lambda de WordPress, il est obligé de faire ça tout le temps.